Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. 3 mois après la visite du président tunisien Monsef Marzouki au Gabon, son homologue, le président Ali Bongo Ondimba, entame sa visite en Tunisie ce 5 septembre. En juin 2014, des accords dans les secteurs de la pêche et de l'agriculture avaient été signés. Zoom sur le secteur de l'agriculture, justement. En Éthiopie, chercheurs et investisseurs tentent de faire du pays la plus grande puissance agricole d'Afrique à travers la création de banques de graines améliorées. Et puis, il serait plus d'un demi-million et souffrirait parfois de discrimination. Zoom sur les conditions de vie des pygmées en République démocratique du Congo. Un accord qui marque peut-être le début de l'apaisement au Mozambique. Le chef de l'opposition mozambicaine, Afonso Dhlakama, a ratifié un accord de paix entre son parti, la Renamo, et le gouvernement. L'accord met un terme à 2 années d'hostilité avant la tenue de l'élection présidentielle le 15 octobre. Le document permet également au chef de la Renamo de sortir de la clandestinité et de briguer l'élection présidentielle. Le Gabon et la Tunisie entretiennent leurs relations économiques. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba se rendra en Tunisie les 5, 6 et 7 septembre 2014. Au mois de juin, c'était son homologue Monsef Marzouki qui avait répondu à son invitation à Libreville. Guillaume Durand. Le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, en visite officielle en Tunisie du 5 au 7 septembre. Le chef de l'État doit rencontrer son homologue tunisien, Monsef Marzouki, et plusieurs conventions bilatérales doivent être signées entre les deux pays. Une visite qui illustre la bonne entente entre le Gabon et la Tunisie. En juin dernier d'ailleurs, c'est le président Monsef Marzouki qui se rendait au Gabon pour renforcer la coopération sud-sud. Les différents pays sont engagés dans des projets ambitieux de développement. Des programmes dits d'émergence, et que ces programmes-là nécessitent de nombreux investissements, tant financiers, techniques qu'humains. Et nos différents pays n'ont pas les moyens à eux tout seuls. Donc il est clair que plus nous coopérons, plus nous mettons nos moyens ensemble, plus ensemble nous pouvons devenir riches. Or si nous restons cloisonnés, on perdra chacun de son côté. À cette occasion, de nombreux accords avaient été signés. Le Gabon entend profiter de l'expertise de la Tunisie dans certains domaines comme la santé, l'éducation ou l'agriculture. C'est un accord cadre, c'est un accord de portée générale qui liste tous les domaines de l'agriculture dans lesquels nous pouvons avoir une coopération spécifique dans l'avenir. Pour l'instant, dans le domaine de l'agriculture, elles sont à construire. Et nous espérons pouvoir travailler avec la Tunisie dans les différents domaines de l'agriculture. Nous sommes venus ici au Gabon avec une forte délégation qui couvre quasiment tous les secteurs d'activité. Et nous sommes venus parce que ici, nous avons une vision. Il y a un pays qui a une vision d'avenir qui est assez importante. Le Gabon et la Tunisie veulent mutualiser leurs énergies pour développer un courant d'affaires important, d'autant plus que le commerce interafricain est appelé à se développer. En Côte d'Ivoire, première séance jeudi des 17 membres de la commission centrale de la commission électorale indépendante. Les modalités liées à l'élection du bureau prévue ce vendredi ont été mises en place. Le président du bureau sera ainsi élu à partir de 15h GMT et 6 postes sont également à pourvoir. Pour rappel, la commission électorale indépendante a pour mission de permettre la tenue d'élections crédibles et acceptables. L'actualité économique, c'est le Forum africain pour la révolution verte qui s'est ouvert mardi à Addis Abeba en Éthiopie. Objectif de cet événement, lutter contre les sécheresses qui fragilisent tout l'essor de l'agriculture. Plusieurs solutions ont ainsi été proposées, comme la création de banques de graines. Les explications de Johan Djameta. Devenir la plus grande nation agricole d'Afrique, c'est le rêve de l'Éthiopie dont l'agriculture emploie 80% de la population et constitue 60% de son produit intérieur brut. Mais ce secteur prometteur reste avant tout fragile et subit de plein fouet variations climatiques et dégradation des sols. Afin de contrer ces obstacles, des ONG et scientifiques participent à la création de banques de graines. Leur but, mettre au point des semences plus résistantes et surtout plus efficaces. Pour Abté Mida, coordinateur au centre de recherche de Melkassa, la pédagogie reste le maître mot. Nous leur enseignons les bonnes méthodes pour produire. Ça, par exemple, ce sont des semences hybrides qui nécessitent certaines précautions et donc des formations pour les utiliser correctement. Ce que nous fournissons avant tout à nos clients, c'est la possibilité de rendre plus performant leur capacité à produire des graines.
Une performance nécessaire pour l'avenir de l'Afrique selon le ministre de l'Agriculture nigérian. Lors de la clôture jeudi à Addis Abeba du Forum pour la Révolution verte, Akinwumi Adesina a tenu à souligner la capacité agricole du continent. Nous devons mettre fin à l'ère économique où l'Afrique ne tient pas compte de son propre potentiel. 65% des terres arables, qui nourriront 9 milliards de personnes dans le monde d'ici à 2015, ne se trouvent pas en Amérique latine, ni en Asie, pas même en Europe. Elles se trouvent ici en Afrique. Si le potentiel agricole et la main-d'œuvre sont suffisants en Éthiopie, peu de sociétés spécialisées dans la production de semences améliorées ont vu le jour. Ato Alemayu Konen, producteur de graines destinées aux agriculteurs locaux, reconnaît un véritable manque sur le marché, manque qui doit être pallié. La demande est très importante, mais l'offre reste limitée. Il n'y a pas assez de banques de graines qui soient capables de produire des semences de qualité pour cultiver le maïs, le blé, les haricots et d'autres céréales. Il y a donc un très grand écart entre la demande et l'offre. Avec ses 90 millions d'habitants, l'Éthiopie doit encore relever le défi de former suffisamment de fournisseurs de semences agricoles pour satisfaire la deuxième population d'Afrique. Le 9 août 2014, à l'occasion de la journée des peuples autochtones, ils étaient quelques dizaines dans les rues de Kinshasa à manifester pour l'égalité. En effet, les Pygmées s'estiment victimes de discrimination. En République démocratique du Congo, des ONG militent pour leur permettre de bénéficier de tous les droits, notamment en matière d'éducation et d'emploi. Ibra Radinjai. Les populations autochtones sont-elles en danger? Les communautés autochtones, souvent gardiennes d'un savoir et de connaissances séculaires, sont aujourd'hui menacées dans un monde de plus en plus tourné vers la modernité. En République démocratique du Congo, des associations cherchent à sensibiliser sur la situation des Pygmées à travers des marches ou à travers des danses traditionnelles. Objectif: permettre à cette population d'obtenir les mêmes droits à l'éducation et à la liberté que les autres membres de la société. On a dédié cette journée à l'accompagnement de la loi qu'on a déposée à l'Assemblée nationale d'ici le mois de juillet de cette année, mais aussi voir comment communier ensemble avec nos frères et sœurs du Katanga qui se retrouvent dans une situation critique de par leur statut social, le fait qu'ils sont pygmées. Souvent victimes de discrimination, pour les associations, l'État doit mettre en place des politiques égalitaires pour donner la chance à chaque citoyen. L'État congolais a cette obligation de protéger les groupes vulnérables. Et dans les groupes vulnérables, nous voyons aujourd'hui les handicapés, on voit les femmes, on voit les enfants, bientôt les albinos. Mais dans ces groupes, nous trouvons aussi les peuples autochtones pygmées qui sont mis à l'écart, qui sont discriminés, qui ne sont pas considérés dans notre pays et qui ne sont même pas impliqués dans la politique nationale de notre pays, dans les cadres, que ce soit dans le cadre de la cohésion, dans les cadres de la gestion de la chose publique, mais aussi dans les cadres de l'implication au niveau des services sociaux de base. J'ai créé cette association parce que nous, les peuples autochtones, nous sommes marginalisés et nous sommes mis à l'écart. Le gouvernement ne nous prend pas en charge. Aujourd'hui, quand je vais dans mon village, ça me fait de la peine lorsque je vois mes parents. Ils souffrent. Moi, je suis dans le centre-ville. Je suis relativement bien, mais ceux qui sont restés à la campagne, quel sera leur avenir ? La population de Pygmées en République démocratique du Congo est estimée par le gouvernement à 600 000 personnes, contre environ 2 millions selon la société civile. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.